Bonjour à tous et bienvenue dans les Conversations francs-tireurs. Aujourd'hui, je reçois Olivier Mongin et Lucille Schmitt qui ont écrit un livre très intéressant sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron à contretemps. Nous allons discuter ensemble pendant quelques minutes du personnage Emmanuel Macron, mais de l'homme politique et aussi de ses choix, de son mandat et de la façon dont tout ça a évolué ces 5 dernières années, avec peut-être une idée de perspective. Vous verrez en nous suivant tout de suite. Merci. Bonjour Lucie Schmitt. Bonjour. Bonjour Olivier Mongin. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui pour ce livre que j'ai beaucoup aimé, Emmanuel Macron à contretemps. Je vous présente donc Lucie Schmitt, vous êtes essayiste, cofondatrice du think tank La Fabrique, et vous avez été élue politiquement, ce qui ramène aussi une légitimité assez forte dans ce que vous dites, et vous le dites avec énormément de franchise. C'est pour ça que j'ai voulu que vous soyez mon invité. Vous avez une parole libre et indépendante. Et Olivier Mongin, vous avez été éditeur longtemps et directeur de la revue Esprit jusqu'en 2019. Oui. Voilà. Et bon, c'est pas un secret, vous connaissez Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant justement dans le livre à contretemps, c'est le nom Emmanuel Macron, mais à contretemps. J'ai eu vraiment l'impression, en lisant le livre, qu'on avait affaire à deux auteurs qui avaient envie de nous éclairer sur le personnage, d'être assez critiques, mais toujours argumentés. Donc c'est assez intéressant de se remémorer, parce que le temps passe vite, ces 5 années, et de réfléchir à qui est la personne, qui est peut-être en passe d'être élue demain ou pas, mais en tout cas, de réfléchir un petit peu à son travail et à son action. Donc j'ai eu le sentiment d'un regard, comme on avait disséqué un petit peu un personnage. Après ces 5 années, si on commence là-dessus, sur un terme qui est le macronisme, comment est-ce que vous pourriez, Lucille, définir par exemple le macronisme aujourd'hui, en 2022 ? Alors en 2022, la question posée au macronisme, c'est est-ce qu'il arrive à élargir le cercle au-delà de ceux qu'il fascine, car je crois qu'on peut bien dire cela. Emmanuel Macron fascine dans le cercle de ceux qui sont proches, de ceux qui ont envie de voter pour lui, parce qu'il est apparu comme quelqu'un qui avait le courage de déranger le cycle des choses et le courage de la conquête, une prise de risque. Voilà, donc moi je le définis d'abord par cette prise de risque politique. La deuxième chose, je dirais, c'est qu'il a sorti la France d'une vision trop franchouillarde, c'est-à-dire qu'il a immédiatement élargi la question politique en France à la question européenne, voire aujourd'hui au devenir du monde, puisque, on le sait, la France est un pays qui a toujours joué un rôle dans l'ordre du monde, ou dans le désordre, mais l'assumer aujourd'hui dans un monde multipolaire dans lequel la mondialisation est autre chose que l'économie, elle est à la fois écologique, géopolitique, etc. Ça, je pense qu'Emmanuel Macron l'a d'emblée dit, et c'est une deuxième chose. Ensuite, on peut discuter sur des choses qui avaient été promises par Emmanuel Macron et qu'à mon sens, il n'a pas faites. Par exemple, bouleverser la vie politique en France. Je pense qu'à part la conquête, il n'a rien dérangé du tout et qu'au contraire, on assiste plutôt à un rétrécissement de la vie politique. Je n'en rends pas responsable Emmanuel Macron, mais je pense qu'en tout cas, Emmanuel Macron a été le moment de... Il a dévoilé et il a cristallisé quelque part la médiocrité de notre vie politique qui n'est pas à la hauteur de la démocratie telle qu'on doit la vivre et qui aspirent les citoyens. Quand on dit que c'est un homme de progrès et de raison, je pense que la question du progrès et de la raison doit être davantage discutée avec la société française et que je dirais que ce que je regrette, ce que je n'aime pas dans le macronisme, c'est le sentiment qu'un seul homme face au peuple est en mesure d'imposer quelque chose ou de nous dire quelle est la vision à avoir pour l'avenir. Je crois que c'est quelque chose qui doit être discuté, partagé, et qu'Emmanuel Macron a le talent pour discuter dans le cadre institutionnel qui est le nôtre. Une démocratie, ce sont aussi des institutions. Oui, on va parler de sa verticalité, en effet, tout à l'heure. Je voulais votre définition aussi aujourd'hui de ce que vous avez, ce qu'est le macronisme aujourd'hui. Est-ce que ça a la même définition qu'en 2017, par exemple? Le problème, je m'accorde à ce qu'a dit Lucille, mais c'est vrai que personnellement, j'observe plutôt un surplace politique depuis le début. Donc ce qu'a été le macronisme, c'est-à-dire l'idée que la vie politique va se transformer, on voit très bien que la vie politique ne s'est pas transformée. Alors la vraie question est de savoir si Macron pensait qu'il allait créer un parti, ce que les journalistes attendent toujours, est-ce que Macron pensait recomposer une scène politique au sens strict, une scène à laquelle moi je n'ai pas participé, mais que Lucille connaît mieux que moi. On voit très bien que les autres partis n'ont pas bougé, au contraire. Les deux principaux partis, droite-gauche, sont en état d'effondrement au profit de l'extrême droite. Sinon, on a un peu d'extrême gauche pour le PS, c'est un peu compliqué. Mais le problème est de savoir si Macron, moi je ne le crois pas, croyait qu'il allait créer un parti. Il a créé un parti-mouvement. C'est toute la question, c'est quoi un parti-mouvement? C'est quoi un mouvement aujourd'hui? C'est quoi un mouvement? C'est quelque chose qui suit, on est là, nous... dans un monde d'images avec vous. Est-ce que ça consiste à suivre des images d'actualité, être dans ce que l'historien François Hartog appelle le présentisme? Je crains que ce soit un peu ça. Et Macron, il est là. Et Macron,
Alors le macronisme, je dirais, moi je l'ai dit tout de suite d'emblée, dès les premiers 6 mois, je savais ce qu'il lisait, j'avais bien vu, il a fait un travail sur Machiavel, c'est un machiavélien. C'est quelqu'un qui est capable de répondre à l'événement. Mais le problème, il ne suffit pas d'être machiavélien. Après, quand vous êtes machiavélien, vous pouvez devenir un peu léniniste, c'est-à-dire ne plus faire la différence entre le vrai et le faux. Je pense que Macron sait encore ce qu'est le vrai et le faux. C'est très important. Et c'est un machiavélien, c'est-à-dire qu'il répond à l'événement. Il a répondu à l'affaire Benalla, peut-être mal. Il a répondu aux Gilets jaunes, peut-être mal. Mais la question des Gilets jaunes est une question très compliquée. On va peut-être y revenir, parce qu'on ne répond pas à la verticalité uniquement par un horizontalisme. Ce qui se passe à la primaire populaire montre très bien qu'une démocratie purement horizontale, on finit tous par s'entretuer. Ça pose quand même la question du rapport à l'autorité, au pouvoir. Il ne suffit pas de casser le pouvoir vertical, il faut recomposer des autorités, ce qu'a dit Lucille, des institutions. Notre gros problème, il est là. Voilà. Donc, et après, c'est vrai que les autres événements, là, c'est un peu une des thèses du livre, c'est que la crise de la représentation politique, c'est une crise de la représentation historique, notre inscription dans une histoire, avec un tempo, un présent, un avenir, et quelqu'un qui a la mentalité écologique comme Lucille, on se représente l'avenir. On n'est pas là, nous. Et je pense que là, moi, je ne fais aucun pari, Macron, là, il est tombé dans l'histoire, avec l'Ukraine. L'histoire est là, on l'a dans la figure, avec l'Europe qui a été abordée. Donc moi, Macron, c'est ce machiavélien qui doit répondre à l'histoire en permanence. Là, il a peut-être l'occasion pour un deuxième septennat, mais c'est quand même à lui d'en dire un peu plus que ce qu'il fait en ce moment, de dire, maintenant, au lieu de dire je vais simplement rattraper mes défauts, et ça ne suffit pas, d'essayer d'imprimer l'histoire en cours. Alors là, je m'arrête, mais je pense qu'il y a un petit problème générationnel. Moi, je ne suis pas du genre Finkielkraut à dire il y a les jeunes et les vieux, mais il a un petit côté geek, il porte un peu sa génération, et là, il a un petit côté vive quand même la 5G, cette modernité qui est en prise avec... c'était dit très bien par Lucille, il ne suffit pas de dire « vive le cercle de la raison ». Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas surplomber le monde en croyant qu'on est meilleur que les autres. Non, bien sûr, il faut y participer. C'est quoi l'histoire en cours? Un président de la République, il doit parler de ça. Tout à fait. Je veux dire, même Chirac le faisait un peu. Moi, nous, on a été très actifs à la Revue Esprit pour le Kosovo, on nous l'a reproché, mais on était dans l'histoire, on la prenait dans la gueule. De même, la Syrie, on n'a pas été assez réceptif. C'est dans ces crises-là, d'ailleurs, qu'on voit quel homme se cache derrière un slogan. Parce qu'En Marche, ça dit beaucoup de choses et finalement, ça dit rien. Donc c'est là qu'on se rend compte si on est en marche ou pas. Oui, mais là, il a une occasion pour un machiavélien. C'est pas un terme négatif pour moi. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes au pouvoir. Vous n'êtes pas simplement un banquier au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Et vous en jouez ou pas. Le problème, c'est ce qu'il va être capable de répliquer à la... Il le fait à sa manière en allant voir Poutine. Il ne va pas le voir pour n'importe quelle raison. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris que si Poutine le voit, c'est que nous, on est pour l'instant la seule puissance nucléaire de tout cet arc européen. Bien sûr, avec une armée, bien sûr. Avec une armée. Voilà, donc le macronisme au sens strict, c'est Macron quelque part. Voilà, sans Macron finalement. Voilà, c'est ça, c'est justement en effet. Voilà, et les défauts du macronisme, c'est les défauts de l'ensemble de la société politique. Je pense que Lucille est d'accord là-dessus. Non, c'est des défauts partagés. Quand on critique Macron pour Macron en disant on fera mieux, le problème c'est qu'ils sont pris. C'est ça que je veux dire. On pourrait dire sur la société politique que le problème c'est que Emmanuel Macron, et en tout cas les macroniens, poussent à l'extrême les défauts préexistants de la société politique, alors qu'Emmanuel Macron nous avait promis un nouveau monde politique. Je trouve que ceux qui l'entourent poussent extrêmement loin l'esprit de discipline, l'esprit de justification de n'importe laquelle de ses paroles, voire de ses virgules, et que tout l'enjeu, ce serait plutôt dans un deuxième quinquennat, qui puisse avoir autour de lui, ou que nous... Plutôt, la question n'est pas seulement Emmanuel Macron, la question c'est la vie politique en France. Que nous puissions réanimer cette vie politique avec de la liberté, avec des positions fortes, et de vrais débats conflictuels, en assumant la conflictualité qui est un des enjeux de la démocratie. Oui, être contredit, ça fait partie de la démocratie, d'être contredit, accepté. Et ça permet surtout d'envisager la complexité du monde, c'est-à-dire que la contradiction du réel, c'est le réel. Et l'absence de contradiction, c'est la virtualité d'un monde qui n'a plus de prise avec la réalité. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui pour définir le macronisme, ou ce qui va se passer dans un deuxième quinquennat, probablement avec Emmanuel Macron président, très probablement, c'est est-ce qu'il y aura de la conflictualité, est-ce qu'il y aura de la confrontation
confrontation, de la conversation? Et est-ce qu'il y aura de la décision qui permette de tenir compte de la complexité du réel et des contretemps qui nous tomberont fatalement sur la figure? Ce que nous disons dans le livre, on parlait beaucoup de la pandémie. Là, la question ukrainienne est venue inaugurer encore un nouveau contretemps. C'est-à-dire que c'est le monde qui s'invite sur la scène politique française. Et à partir de là, il y a aussi les contretemps liés à la société. La façon dont elle ne réagit pas comme on vous avait dit qu'elle réagirait. Et cette façon de transformer aussi la voie politique, est-ce qu'elle passe aussi par une des promesses qu'il avait proposées, c'est-à-dire moderniser la vie politique en touchant aussi aux institutions, en faisant une réforme institutionnelle? Est-ce que ça passe aussi par là? Est-ce que c'est souhaitable d'aller vraiment dans ce terrain-là, qui est un terrain un peu compliqué, qui peut paraître un peu loin de nous aujourd'hui avec ce qu'on vit d'un point de vue international, mais ça passe quand même par là La question institutionnelle, moi je pense qu'elle n'est pas compliquée, c'est-à-dire qu'on passe son temps à avoir des élus qui nous disent qu'elle est très compliquée. Alors certes, il y a beaucoup de lois, beaucoup de normes, il y a un millefeuille territorial, il y a évidemment des règles à l'Assemblée nationale et au Sénat qui sont compliquées, mais ça ne signifie pas que réformer les institutions soit quelque chose qui ne soit pas vital pour la démocratie. Notamment parce que reconvaincre que les institutions sont utiles et retisser le lien entre les institutions et les citoyens est essentiel. Sinon, vous pouvez avoir le sentiment tout simplement que les institutions ne servent à rien et sont inutiles. Et ce qu'on voit, c'est que tout ce quinquennat s'est caractérisé par une espèce de fuite en avant institutionnelle, en créant des moments avec de nouvelles institutions, comme la Convention citoyenne pour le climat, où Olivier parlait de la convention, de la primaire citoyenne, qui est de nouveau un moment institutionnel en addition, en superposition, en juxtaposition, sans tenir compte du fait que les institutions centrales et le moment de la campagne électorale sont en quelque sorte vides. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce sentiment de vide, par rapport aux institutions qui existent? On ne remplira pas la difficulté d'avoir des institutions légitimes avec une juxtaposition de moments qui en plus sont des moments sans tenir compte du contexte, sans tenir compte de l'interaction avec le monde, sans tenir compte tout simplement que décréter une primaire populaire, ça ne veut pas dire qu'on rencontre le peuple, que faire une convention citoyenne pour le climat, ça ne veut pas dire qu'on ait un projet écologique majoritaire. Tout ça, et quelque part, donne le sentiment d'un abus de langage. Et l'abus de langage ne peut pas se substituer à la légitimité institutionnelle. Et vous dites dans le livre aussi, on ne répond pas à une demande d'autorité par un surplus de verticalité. Il s'agit de ça aussi parce que le peuple finalement participe quand même à la vie en votant, donc il y a une forme d'horizontalité. Et là, il y a là un contretemps. Oui, mais c'est quand même la grande question de ce que vient de dire Lucie. On a une coupure de plus en plus forte qui n'est pas liée qu'à Macron. Entre l'eau et le bas, c'est aussi la tradition française. C'est De Gaulle. De Gaulle, il nous crée une 5e constitution très verticaliste. Il est militaire, il sort de la guerre d'Algérie, enfin bon, il connaît l'armée. C'est très important dans un monde où l'armée revient de tous les côtés, ce que je dis là. Regardez tous les régimes militaires qui se remettent en place un peu partout dans le monde. On a du vertical très très fort. Et par ailleurs, on a un basisme de plus en plus fort. Et il y a une coupure qui est très inquiétante. Et là, ça donne sens à toute votre question. Moi, je ne suis pas aussi optimiste sur la capacité, même si on le fait là, grâce à vous, de converser et de se contredire. Moi, je vois une classe politique où l'un coupe la parole à l'autre. Le problème, c'est d'accord ou pas, c'est le match de boxe. À la limite, on travaille là pour un journal qui justement refuse, essaye de tamponner. Mais là, le consensus conflictuel qui définit la démocratie, être d'accord sur des règles pour être en désaccord, c'est la question initiale. Pour l'instant, ça n'existe pas dans ce pays. C'est pour ça que les Zemmour et autres mondes, c'est les gens qui arrivent sur la scène médiatique, comme d'autres sur la scène politique, et vous disent c'est moi ou rien. C'est Taxi Driver, enfin plutôt c'est. Est-ce que c'est une conséquence? C'est des films de boxe, c'est effrayant. Oui, en plus vous connaissez très bien le cinéma, donc. Très inquiet. Dans la mesure où ça pose après, et c'est là où je vais au-delà de la scène politique, la question de savoir quelles sont les convictions des gens en démocratie. Je pense qu'aujourd'hui les gens ont encore de la morale. Mais que la question de l'adhésion à des convictions est un autre problème. Je vais être très moral par rapport à l'Ukraine, je vais être très moral par rapport à des conflits, je sais pas, concernant la pédophilie, les violences sur les femmes, je dirais non, au nom de ma morale, mais ça fait pas une politique. La politique, c'est ni la morale, ni le droit. Et c'est ça qui est compliqué. Et nous, on est dans un pays où soit on regarde vers le haut, soit le bas, parce qu'on est un pays de révolution, croit qu'il suffit d'être en bas pour que tout aille bien. On a Mélenchon qui attise les choses tout en sachant qu'il sera très bien en haut. Est-ce que c'est une conséquence du clivage abandonné, d'avoir renversé la table, pour reprendre les éléments de langage d'il y a 5 ans? Oui, il n'y a plus une droite ni de gauche. Les résultats, les oppositions sont extrêmes. Oui, vous avez raison, mais une thèse de livre, c'est que ce tournant, il est pris depuis très longtemps. Ça fait longtemps, ça fait pas 5 ans. Moi, j'ai jamais rien attendu du macronisme sur le temps
côté parti et autres. On insiste beaucoup dans ce livre. Aquiline Morel vient de faire un livre là-dessus, même si on peut être en désaccord avec ses conclusions. Le tournant, il date de 83, le tournant néolibéral. C'est un moment très intéressant. Or, on est dans un pays qui ne nous parle que d'économie, on va mondialiser, et la Chine va venir dans nos bras, on va commercer, on va tous être heureux. La question, c'est le politique. La question, c'est le politique. Et là, on prend dans la gueule avec l'Ukraine le politique. Et on l'avait pris un peu avec le Covid. Voilà. Mais je voudrais quand même faire un peu l'éloge de quelqu'un dont on ne parle jamais, qui est quand même un double de Macron, là. Moi, je pense que le rôle qu'a eu Castex dans les 2 dernières années de Macron est fondamental. C'est un type qui a temporisé, qui a calmé, qui a pacifié. Et moi... pour moi, je ne viens pas du monde d'où il venait, lui, politiquement, mais c'est quelqu'un qui, je veux dire, il faut saluer. Vous avez quand même des grands politiques qui font le boulot en silence, sans se préoccuper uniquement de leur narcissisme. Moi, c'est ça qui me rendrait un peu positif. Tout le monde sait que c'est lui qui a tenu, avec Nicolas Revel, qui est un ancien de la ville de Paris, qui a fait la politique sur le Covid. Il y a une chose qu'il faut dire sur cette question de l'effacement de la différence entre la gauche et la droite, qui est une chose importante, c'est que moi qui suis une femme de gauche et qui tient à l'assumer, je crois que dire qu'il n'y a plus de différence, enfin dépasser la droite et la gauche, puisque c'était l'idée du dépassement. Comme on le dit dans le livre, effectivement, le tournant de 1983, c'est présenté comme un retour au réel par une gauche, par un parti socialiste et ses alliés qui sont arrivés au pouvoir en 81 et que c'était une victoire historique. Mais ce retour au réel, comme vient de le dire Olivier Mongin, c'est un retour dans l'esquive politique. Et au fond, ce que Emmanuel Macron a très bien compris quand il conquiert le pouvoir, c'est que cette esquive politique, elle est retombée sur la tête de la gauche. C'est-à-dire qu'à force d'avoir une alternance gauche-droite où, quelque part, on gouvernait toujours au centre et donc avec une politique assez semblable, on était beaucoup plus accusé à gauche de traîtrise, de traître aux idéaux. Ça ne signifie pas qu'il faut laisser de côté les idéaux et la question de la différence et de la confrontation. En ce qui me concerne, je me sens profondément de gauche, mais j'ai très envie de la confrontation avec la droite sur des questions de contenu. Et au fond, l'une des choses importantes quand on connaît la vie politique de l'intérieur comme moi, c'est que dans les partis politiques, le projet, l'affrontement autour des idées est devenu un prétexte et est devenu une manière de conquérir le pouvoir et d'obtenir l'alternance. Et à force d'avoir donné à cette question de la confrontation idéologique, assumons le terme, ou la différence idéologique, et du coup de la différence idéologique et de sa traduction en politique, dans le réel, dans ce qu'on fait lorsqu'on est au pouvoir, qu'on soit machiavélien ou pas, quand on exerce le pouvoir, on est en responsabilité, comment la discussion idéologique peut être traduite ensuite en politique publique, ça c'est deux éléments, 2 étapes sur lesquelles les partis politiques ont fait l'impasse, à droite comme à gauche, et singulièrement à gauche. Et du coup, aujourd'hui, si on veut refonder une scène politique démocratique digne de ce nom en France, pour la gauche, la balle est à la fois sur la refondation idéologique et la traduction en mesures concrètes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on exerce le pouvoir pour ne pas revivre indéfiniment ce qui s'est passé en 1983 ? Dans ce cadre, et par ailleurs, en 1983, quels étaient les choix ? Est-ce qu'il y avait vraiment à ce point une absence de choix ? Enfin, tout ça doit être exploré. Et surtout, je dirais que le moment dans lequel nous sommes nous invite à avoir davantage de créativité parce que, tout simplement, nous sommes sous la menace. Il y a la question géopolitique, il y a la question de l'urgence climatique et écologique au sens large, la question de l'urgence démocratique, car les démocraties sont fragiles, ce que nous disons fortement dans le livre. Donc toutes ces questions-là, toutes nos fragilités nous invitent à nous pencher de nouveau sur la pensée et l'action d'une manière telle qu'on s'est déshabitué à le faire. Je crois qu'au fond, tous nos politiques ont d'abord géré des statuts et une accession au pouvoir qui, en ce qui me concerne, on retrouve la question du pouvoir, une accession au pouvoir qui était gérée d'abord pour eux-mêmes et non pas pour nous-mêmes. Et cette lecture est comprise par les Français, et donc c'est ce qui explique une abstention record d'élection en élection, et peut-être encore une importante, même s'il y a un moment géopolitique compliqué, et qu'on se rend compte on parlait tout à l'heure de Gaulle et de la verticalité, on a besoin d'être derrière un chef aujourd'hui, mais ça n'empêchera pas peut-être une grande abstention. Oui, mais j'ajouterais juste, mais ça va dans le sens de ce que dit Lucille, que la refondation idéologique, elle est quand même très en cours à droite. Zemmour, bien sûr, échouera, mais l'idée, Marion Maréchal ne peut pas lui donner une importance extrême, mais on a une recomposition d'une droite poreuse, où l'extrême droite joue un rôle qu'elle ne jouait pas il y a quelque temps. Et je suis désolé, moi en ce moment, j'essaye de comprendre ce que Maurras, pourquoi c'est quand même des choses qui ont été très importantes dans l'histoire de France. Et tout ça pour dire qu'il y a, regardez le score d'Hidalgo, ce qui remonte, c'est un peu la gauche autoritaire, style Zemmour. Oui, Mélenchon. Mélenchon, bien sûr.
la gauche républicaine pure et dure, etc., même s'il a fait des ouvertures sur la laïcité. Et moi, je suis très inquiet quand même de la manière dont la question identitaire est au centre. Oui. Hein, parce que ne parlons pas non plus, moi je dis il n'y a pas de conviction, j'ai peut-être tort parce que d'une certaine manière, le côté zémourien, ce pays va mal, il est en déclin, le vivre ensemble va mal, il faut revenir en arrière et refaire le pays, c'est incroyable. Hein. Il y a quelque chose de poutinien, c'est-à-dire quelque part, on va partir en Algérie puis on va reprendre le pays. Non mais j'exagère, mais c'est exactement ça. C'est un fou. La question période autour de l'identité, est-ce que vous la datez? Et donc la question du vivre ensemble est très importante. Il n'y a pas de démocratie sans désir de vivre ensemble. Aujourd'hui, la France est un pays fragilisé pour ça. Il y aura peut-être un sentiment de vivre ensemble. Et encore, sur les questions accueil des Ukrainiens et tout ça, parce que là on est un peu dans le solidarisme, la morale. Oui, bien sûr. Hein, c'est comme quand il y a des mômes qui meurent sur des plages en Méditerranée. Bien là, sûr. Tout le monde se dit qu'est-ce qu'on fait avec les réfugiés, puis on oublie. Voilà. Mais moi, je pense que cette question-là, là-dessus, Macron a un rôle très important. Très important. Et c'est là où on retrouve l'histoire. Bien entendu, l'histoire mondiale évoquée par Lucile, qui n'est pas que l'histoire économique, parce que l'histoire, elle se refera avec... notre histoire se refera avec les autres histoires. Et c'est là où on a une pénalisation de la République, qui, n'oublions jamais, un universalisme très homogène, très homogénéisant, qui est celui de Mélenchon, comme celui de la droite. Et ce qui manque à ce pays, c'est le pluralisme. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être en désaccord sur des problèmes bioéthiques, tout ce que vous voulez, être en désaccord sur des problèmes sociaux, etc. Et pour autant que ça ne fasse pas effectivement une espèce d'idéologie homogène. On doit pouvoir apprendre des désaccords multiples. La vie, elle est faite de ça. Hein, les familles fonctionnent plus comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde, il a changé, les mœurs ont changé. Il faut aussi que les mœurs politiques changent. On peut plus être d'un bloc sur tous les problèmes. C'est pour ça qu'il y a de l'abstention. Cette obsession identitaire, est-ce que vous la datez au mandat de Nicolas Sarkozy avec ou peut-être François Hollande sur la déchéance de nationalité? Ça a commencé peut-être là qu'aujourd'hui, ce n'est que le sujet important. Emmanuel Macron est en campagne et essaye d'aller sur des terrains comme l'écologie, l'éducation, le logement, mais quand même pendant 8 mois, on a eu sans cesse de parler que d'identité. Oui, mais là, Lucille aura peut-être une autre analyse. C'est là, on retrouve quand même la question sociale et économique. Moi, je date ça du moment où les couches ouvrières et les classes moyennes ont commencé à perdre leur boulot dans tout ce qui était un peu industrialisation. Moi, m'inquiète beaucoup le discours, on réindustrialise la France partout, là maintenant, chacun fait sa réindustrialisation, tout le monde va redevenir ouvrier, etc. Je trouve ça, c'est incroyable. On ne peut pas prendre acte de transformation véritable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas refaire de l'industrie et de la souveraineté, c'est autre chose sur certains produits. Mais moi, je date ça du moment où la classe ouvrière est partie vers le Front National. Très bien. C'est ça la vraie question. Donc là, on a une question de déclassement, mais la question de déclassement, elle s'arc-boute à une question sur l'imaginaire. Et notre imaginaire là-dessus, c'est greffé l'Algérie pour d'autres raisons, qui est à mon avis une question très, très importante. Moi je dirais que sur cette question identitaire, alors vous faisiez allusion au fait que Nicolas Sarkozy, il avait quand même promis ce ministère de l'identité nationale. C'est quand même conseillé par Patrick Buisson. Voilà, par Patrick Buisson. Et en tout cas, il y a quelque chose autour... Il y a quelque chose autour de la place de l'islam et des musulmans dans la société française. Et il y a évidemment la question ouvrière, mais il y a avec cela une interaction avec cette question de la laïcité et de la manière dont on n'arrive plus à penser la laïcité concrètement dans notre pays. Moi, je voulais rappeler qu'en 2003, il y a eu cette commission très intéressante, la commission Stasi, qui avait réfléchi à la manière dont on pouvait... quelque part installer cet enjeu de laïcité, de coexistence entre les différentes religions, dans la sphère culturelle, dans la société française, sans avoir le sentiment qu'on se lançait dans une guerre de religion. Je pense qu'il y a en France une espèce de guerre de religion qui n'est même plus larvée, et que l'une des difficultés, c'est que quand on ne pense pas à la laïcité assez concrètement, je regardais, je voyais que par exemple, puisqu'on parle de génération, les jeunes aujourd'hui ont une conception de la laïcité apparemment plus dans la tolérance qu'un certain nombre de, entre guillemets, laïcards, avec l'idée qu'au fond ils sont habitués à vivre dans une société beaucoup plus de diversité, de pluralité, mais sans doute en esquivant trop certaines formes de conflictualité, c'est-à-dire que selon l'endroit où vous habitez, selon la conception que vous avez de l'égalité homme-femme, selon la manière dont vous vous habillez, selon la façon dont vous mettez votre liberté dans tel ou tel point et non pas dans tel ou tel autre, au fond vous pouvez vous trouver agressé
ou qualifié enfin, recevoir une étiquette qu'au fond, vous n'aspirez pas à recevoir. Oui. Donc tout ça, c'est un problème très compliqué sur la place des religions dans l'espace public et dans notre intimité, qui n'est pas traité aujourd'hui. Et je pense que ça joue un rôle autant que la question sociale, sur ce sentiment identitaire. Après, je ne sais pas comment le résoudre. Et en ce qui me concerne, moi qui ai vécu plusieurs années en Algérie, au moment de la décennie noire, qui est un attachement. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Olivier lorsque je suis rentrée d'Algérie. On a fait un numéro d'esprit qui s'appelle « Avec l'Algérie ». Cet attachement à la démocratie en Algérie qui nous a porté. Pour moi, la démocratie, elle est pour tous. Je veux dire, là, on parle de démocratie en France, mais parlons de démocratie mondiale. Voilà. Et voilà, c'est un bien commun. Et cette question de place de l'islam dans la société française, je déteste la manière dont le débat est posé par qui que ce soit. Moi, j'ai un problème avec ça. Par qui que ce soit. Et je ne vais pas commencer à dire qu'il faut le poser comme ça ou comme ça, mais tout ce que je constate, c'est qu'en permanence, je suis sommée de choisir un camp contre l'autre, alors même que mon sentiment est qu'à chaque fois, on loupe l'essentiel, qui est l'enjeu démocratique pour tous, et qui doit être porté de l'autre côté de la Méditerranée, comme en France, sans stigmatiser les uns ou les autres, mais avec l'idée qu'effectivement, comme l'a dit Olivier, il faut respecter des règles de vivre ensemble. Oui, complètement. Et ce n'est pas l'accumulation des lois qui ensuite ne sont pas appliquées, ou le fait de dire qu'il faut faire des lois contre le séparatisme. Je suis contre ce genre d'affichage qui, à mon avis, joue un rôle extrêmement négatif et qui clive. Et ça fait partie de différents contretemps que j'ai notés à l'intérieur du livre. Il y a cette idée de la loi séparatiste, par exemple. Un contretemps, Emmanuel Macron est élu, il est jeune et en même temps il s'habille avec un vêtement gaulien. Donc il y a là déjà un contretemps assez important, je voulais que vous me parliez de ça. Et puis il y a aussi l'Emmanuel Macron qui vient d'Amiens, qui n'est pas parisien et qui, une élite, pourrait regarder étrangement en se disant mais finalement, bon oui, il a lu Paul Ricoeur, mais et après est-ce que vraiment il est de la bourgeoisie catholique parisienne? Non. Et en plus, ses amitiés, vous en parlez aussi très bien dans le livre, et vous dites aussi, certaines lois, comme la loi sur le séparatisme, peut montrer que peut-être c'est celui qui est venu à Paris, qui est monté ou descendre à Paris, vous dites entre parenthèses descendre à Paris. Voilà, donc je voulais vous me parler de ces différents contretemps qui sont vraiment très très intéressant parce qu'on comprend qu'il y a peut-être un malentendu autour du cas Emmanuel Macron. Oui, ça, moi je suis de plus en plus persuadé de ça, avoir comme pas mal de monde. On a fait de Macron un homme à cause du banquier. Et là, le banquier, ça a été un truc très, très violent quand même. Là encore, c'est l'économique qui explique tout. On n'a pas vu le machiavélien, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, moi, ça m'intéresse, mais il y a un très bon livre qu'on a repris d'un journaliste du Nouvel Obs, qui est cité là, qui a fait le boulot. Lui, il compare le parcours d'Édouard Louis, l'écrivain mondialement connu, qui arrive d'une famille ouvrière. Il fait un livre contre son père alcoolique, il fait des trucs horribles, etc. Il termine à l'école normale, il écrit du théâtre, il est connu dans le monde entier. Il a un parcours finalement plus dur que Macron, mais il s'en sort mieux que Macron au niveau de la reconnaissance. Il a une reconnaissance totale. Et moi, je pense que Macron est un provincial, pas du tout un Parisien, au sens la méritocratie parisienne, grande école, marié avec la grande bourgeoisie, style Jouyet. Jouyet écrit un livre odieux sur Macron, alors que Jouyet représente tout à fait ce qu'est la haute aristocratie républicaine d'aujourd'hui. Et moi, Macron, je pense... Et ça, je pense qu'il le sait, et justement, c'est pour ça, tout le monde, pourquoi il ne va pas avoir plus de philosophes, des intellos, il le fait très très peu. Macron, il sait très bien qu'il est méprisé dans tous ces milieux, à quelques exceptions près. Et moi, je pense que là, il y a une totale incompréhension, on en fait l'élite parisienne, alors que lui-même, moi, je me souviens d'un jour où il disait dans un petit collectif, je ne me sens pas parisien à propos du débat sur le Grand Paris, qui est un débat qu'il a loupé complètement, qu'il aurait dû reprendre à la mairie de Paris, justement. Et là, il l'a loupé, parce que c'était une manière de repenser la justice sociale au sein de la région parisienne. Bien sûr. Et là, il avait des trucs à faire et pas laisser ça à Madame Pécresse et Madame Hidalgo, qui n'ont rien fait d'une certaine manière. Et donc, Macron, il parle que des Pyrénées, de sa grand-mère, il a son amitié pour Ricoeur, qui est véritable, ça ne veut pas dire que c'est un philosophe. Moi, je pense que c'est un écrivain. C'est quelqu'un qui aime les écrivains, de Houellebecq, l'écrivain qui vient de rentrer à l'Académie française la semaine dernière, Lambron. Lambron, qui est un personnage incroyable, qui, à mon avis, explique bien Houellebecq. C'est un mec qui est officier, comme on dit, de plus ou moins de Légion, mais enfin, pas d'active, qui est écrivain, qui est conseiller d'État,
qui est catholique. C'est un type très impressionnant. Et je pense qu'il fascine Macron. C'est un mec qui a plusieurs comme ça, qui a plusieurs rythmiques. Et Macron, il n'est pas du tout du sérail. Il n'est pas du sérail. Et même Esprit, c'était un truc où il est passé, mais il n'y a pas à donner trop d'importance à ça. Il n'est pas du sérail du tout. Pas du sérail haute administration, pas du sérail intellectuel. Et donc, il y a un grand défaut de reconnaissance par les élites de Macron. Bien sûr. Et moi, je ne fais pas partie des élites administratives comme Lucille, mais je pense que, moi, un truc que je ne supporte pas, c'est la critique de Macron comme verticale absolue, on peut le critiquer, on est d'accord, de la part d'élites qui, elles, sont incapables de se remettre en cause. On peut regarder de tous les côtés, que je ne citerai pas. Hein. Voilà, là, Lucille peut le dire avec plus de fermeté que moi, parce que... mais moi, ça, je pense que le débat sur les institutions n'est pas le seul débat du président de la République. Il faut arrêter, qu'il ne fait pas que ce qu'il veut dans ce pays. Il ne faut pas non plus... Il y a quand même quelques règles qui le musellent. Si Macron avait la majorité totale au Parlement, pourquoi il a fait si peu de réformes? Vous pouvez me dire? Il faut peut-être commencer par parler de ça. Et pas nous faire l'éloge du Parlement. Ouvrons le Parlement avec M. Mélenchon, vous verrez ce que ça va donner. Non, les gens ne s'écoutent pas. Non, mais il ne suffit pas de dire le Parlement. Il faut repartir des questions de légitimité, comme l'a dit Lucille. Je vais très vite, là. Macron, ce qu'il n'a pas compris, on est en démocratie, on n'est pas en autocratie. En démocratie, tu dois te rendre légitime vis-à-vis du souverain, qui est qui? C'est le peuple, électeur. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça qu'il n'a pas compris. Non, mais il faut bien entendre. C'est les questions que posait le vieux Max Weber. Pour être légitime pour un président, il faut qu'il soit légitime, reconnu par le vote. Macron a pensé qu'il fallait partir en haut. Il a fait l'inverse. Ça, c'est dramatique. Et pareil pour les autres institutions. C'est le problème de l'école, c'est le problème de toutes les institutions. Il y a que Bercy qui n'a pas besoin d'être reconnu. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et vous, Lucille, sur ces différents contretemps Moi, je pense qu'il y a une vraie difficulté chez Emmanuel Macron à articuler l'ensemble des influences qui lui tiennent à cœur. C'est-à-dire qu'on le dit, je pense assez clairement dans le livre, il a plusieurs parrains en fait politiques. Il y a à la fois Michel Rocard et Jean-Pierre Chevènement. Et ça, je rappelle que c'est quand même deux gauches qui, au sein du Parti socialiste, ont été traditionnellement opposées. C'est-à-dire que réussir à assumer la contradiction d'avoir ces deux parrainages, c'est-à-dire au fond, ce qu'il y a d'intéressant dans le rocardisme, la deuxième gauche, c'est effectivement, comme dit Olivier, la question de la société, mais au fond aussi la question économique, et puis la question démocratique. Donc, comment on introduit le lien entre la démocratie et l'État? Et évidemment, c'est le souvenir aussi de Michel Rocard ayant loupé son combat contre François Mitterrand. C'est aussi une deuxième gauche qui, parce qu'elle est complexe et elle pense la relation à la société, n'assume pas ou n'arrive pas à assumer le pouvoir. Donc évidemment, Emmanuel Macron, il ne souhaite pas être dans la situation de Michel Rocard. Et donc lui, il est quelque part avec Jean-Pierre Chevènement qui pense l'État, la verticalité, et je le rappelle aussi beaucoup la relation au monde, la relation à la Méditerranée, la relation à la défense, la question de la place de la France dans le monde. Il doit réaliser je ne sais pas si c'est une synthèse, mais en tout cas une interaction que n'ont jamais réalisée ni Michel Rocard ni Jean-Pierre Chevènement, qui ont toujours été des adversaires politiques. Donc c'est comme en quelque sorte s'il avait, en tant qu'en tout cas homme qui est venu de la gauche, une espèce d'adversité en son sein à surmonter. Et du coup, moi, je pense qu'une de ces vraies difficultés, c'est la question de l'État. C'est-à-dire qu'on parlait des institutions. Je trouve qu'il pense l'État trop en verticalité et trop aussi uniquement sur les questions sécuritaires ou diplomatiques ou de politique étrangère, alors même que l'enjeu en France aujourd'hui, c'est de penser cette interaction entre l'État et la société, non pas comme le faisait Michel Rocard, mais dans l'idée d'une vision de l'État comme régulateur par rapport, par exemple, aux ambitions écologiques, comme possibilité de redistribution sociale d'une manière beaucoup plus convaincante que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, on l'a bien fait pendant la pandémie, mais la question, c'est aussi de redonner à la notion de justice sociale une légitimité qu'elle a perdue chez les jeunes générations, qui, au fond, dénoncent une forme de clientélisme parfois ou d'assistance, ou qui se disent « mais pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas droit à ça alors que d'autres y ont droit ?» Je pense qu'il y a un sujet, en tout cas, de réexplication sur cette redistribution sociale qui est très fort. Et puis, il y a, comme on vient de le dire, à retrouver un lien de confiance avec la société. Et ça, c'est au sein de l'État. Olivier a parlé des politiques d'éducation, il a parlé des politiques de solidarité. Tout ce qui fait le lien entre l'État et la société pour donner à la mobilité sociale et à la promesse d'égalité de la force, ça, c'est un point sur lequel Emmanuel Macron devrait se pencher, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'État, ce sont en tout cas les acteurs publics, au sens large,
qui doivent le porter. Moi, j'étais très marquée par le fait que la pétition L'affaire du siècle a été signée par plus de 2 millions de personnes en quelques semaines, parce qu'elle disait, au fond, l'État doit changer. Je crois qu'il y avait une demande d'État là-dedans, parce qu'il doit devenir un État qui, au fond, permet à la fois davantage d'égalité, de justice sociale et d'écologie. Oui. Et l'idée, c'était quand même de faire un procès à l'État, organisé par la justice administrative, une sorte de paradoxe incroyable, mais parce que c'était aussi une demande d'institutions, pas seulement d'État, que les institutions fonctionnent différemment et donnent un cap. Le sujet aujourd'hui, c'est que pour un deuxième mandat d'Emmanuel Macron, la question du cap à tenir et non plus seulement de l'action-réaction, comme le disait Olivier Mongin, est quelque chose d'essentiel. Oui, une véritable vision. C'est vrai que l'écologie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et on a l'impression d'être pas outillé dans ce pays pour pouvoir le penser comme vous le dites là, alors qu'on vient de passer un événement quand même assez important entre la pandémie et le reste. Il n'y a pas de choix pour aller dans... Parce que le risque, là, même si c'était très important, la pétition évoquée par Lucile, en même temps, Lucile y insiste beaucoup dans les discussions qu'on a eues pour le livre. Le risque, c'est d'arriver à un décrochage entre l'État, qui de toute façon vertical. Il ne faut pas croire que tous les gens aujourd'hui, avec... moi, j'ai une maison en province, les gens avec Internet, qui n'ont même pas Internet chez eux, ils ont le droit de gueuler. Il ne faut quand même pas exagérer. Il y a une imposition aujourd'hui des choses qui est terrifiante, avec un manque de relations physiques. Et quand c'est le facteur qui se fait payer pour vous initier à Internet, on est dans le délire quand même. Bon, et moi, je pense que le grand risque, je ne parle pas de cette population-là, qui est décrochée, c'est le décalage entre les responsables politiques, officiels, élus ou pas élus, et une population, c'est pas n'importe quoi, c'est des ONG, c'est des gens qui peuvent... Je ne parle pas des partis écologiques, là, des assos, des tas de trucs, la jeune génération, abstentionniste, des gens qui disent, nous on est là pour faire, au fond, on est les lanceurs d'alerte. Oui. On risque d'avoir un monde qui de plus en plus, le haut, qui va se durcir avec un peu plus de flics et de militaires, et de l'autre, les lanceurs d'alerte, auxquels l'État du haut devra répondre en permanence. Moi, c'est ça que je crains pour les démocraties. Si les gens qui sont les plus démocrates, ce qui est notre cas, ne comprennent pas que l'autorité, elle est de toute façon indispensable. Il faut reconquérir des espaces où on respecte des autorités. Et lesquelles ? Parce que moi, on l'a dit plusieurs fois dans le livre, je suis très inquiet par le fait que quand même l'institution la plus aimée des Français aujourd'hui, c'est quand même l'armée. L'armée, c'est quoi ? C'est une institution où la discipline est organisée. Personne ne la discute. Je vais voir un petit film qui s'appelle La Troisième Guerre. C'est un môme qui fait partie, là, il y en a en bas dans la rue, là, des types qui font les vigies pirates pour l'armée et qui rentrent en disant « là, je fais un job utile ». Et ils pètent de trouille en disant « il y a des terroristes ». C'est un film tout à fait remarquable, fait par un jeune cinéaste. Ils pètent de trouille et puis finalement, ils commencent à prendre tout le monde pour effectivement un terroriste en puissance. Et puis un jour, il tire un coup de trop, et puis voilà. C'est très intéressant, ça s'appelle ça la Troisième Guerre. C'est-à-dire, c'est le fait de cette armée qui est installée. On est un peu en état d'urgence. Moi, en permanence, en état d'urgence. Oui, mais je ne fais pas le discours après de certains intellectuels qui vous disent que la démocratie ne peut être qu'un état d'urgence. Mais attention, attention, on est face à des débats très importants. Alors tout le monde le dit de manière facile, mais je le fais aussi. Macron, il faut qu'il fasse très attention. Parce qu'un deuxième quinquennat, ça peut se payer très cher avec des gilets jaunes dans la rue tous les... Honnêtement, je n'y crois pas. Parce que je pense qu'on va avoir une recomposition politique très rapide, c'est un autre débat. Édouard Philippe, il avance. On a la recomposition à droite, extrême droite. C'est ça qui est intéressant, c'est ce qui va se passer au 24 au soir. 24 mais ça ne veut pas dire que c'est je ne vois pas pourquoi Édouard Philippe va créer miraculeusement un parti. Et cette manière de parler justement au peuple, pendant les Gilets jaunes, on a eu les étapes des grands débats. C'est en train de revenir pendant la campagne. Emmanuel Macron indique qu'il préfère des grands débats plutôt que des grands meetings où on est applaudi par des convaincus. Alors, il avait choisi Marseille dans un premier temps. Vous parliez aussi des villes et de la Méditerranée, de son attachement, enfin l'attachement à tout le bassin méditerranéen. Est-ce que c'est plus, en effet, plus simple de se faire entendre des Français en faisant des débats auprès d'eux ? Ou est-ce que c'est simplement parler au pupitre, un autre choix et peut-être un peu caricatural d'imaginer que peut-être on va atteindre le cœur des Français en leur parlant directement plutôt qu'à un pupitre? Alors moi je pense qu'il y a un vrai sujet sur qu'est-ce que c'est que la structuration des espaces démocratiques. C'est-à-dire qu'on a parlé des contretemps, on voit qu'il n'y a plus vraiment effectivement de temporalité démocratique, mais il n'y a plus non plus d'espace démocratique. Et au fond, tout ce moment qu'on a vécu depuis 5 ans, ça a été courir après le temps démocratique et l'espace démocratique, les deux. Et je trouve que dans la campagne présidentielle qu'on vient de vivre, la question de l'espace de la campagne présidentielle s'est posée d'une manière incroyable. C'est-à-dire que, bon, Emmanuel Macron a choisi de se déclarer très tard, mais il avait choisi
un moment où il voulait se déclarer, il en a été empêché par la guerre en Ukraine. Donc ça montre que le contretemps, y compris lorsque vous avez programmé quelque chose, a pris Emmanuel Macron, il a été pris à contretemps. Voilà. Oui. Il a pris à contretemps les autres, mais aussi lui, il a été pris à contretemps. Et ce contretemps permanent est quelque chose qui empêche, au fond, le débat de se dérouler. Donc comment est-ce que nous faisons pour refonder un espace-temps démocratique où nous ne soyons pas pris à contretemps en permanence par la société, les gilets jaunes, le désir des uns, le désir contradictoire des autres, la pandémie, la guerre. Donc ça, c'est une question qui est devant nous et qui doit être résolue collectivement, me semble-t-il. Mais à force d'avoir programmé de se déclarer tard, il a été lui-même ennuyé de ne pas pouvoir se déclarer. La deuxième chose que j'observe, c'est que là, il y a eu ensuite ce débat sur la question de la temporalité et de l'espace, justement, du débat collectif pendant la campagne présidentielle. Est-ce qu'un président de la République sortant doit débattre avec ses concurrents ? Donc là, on a un certain nombre de personnes très pro-Macron qui disent « mais non, il n'a pas à le faire parce qu'ils vont tous être contre lui ». Bon, moi, je trouve ça déjà extraordinaire, c'est-à-dire que l'idée qu'ils soient tous contre lui et qu'ils soient un contre tous, ça montre en tout cas que dans les commentaires faits autour de l'animation du débat démocratique, ils ont une vision singulièrement restrictive de ce que c'est qu'un débat démocratique en présidentielle. Moi, je ne suis pas sûre que la meilleure manière de faire un bon score à une élection présidentielle soit d'aller forcément tous contre le président sortant. Je ne sais pas en quoi ça les identifie. Donc je trouve ça absurde. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, je trouve, moi, que le président sortant doit discuter et doit débattre avec ses concurrents et pas en permanence avoir une relation directe avec, en plus, permettez-moi de vous dire que les Français, je ne sais pas ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça c'est-à-dire signifie, que la question de les Français, c'est-à-dire je me déplace dans tel ou tel lieu, je discute avec les Français. Ben, on se trouve que du coup, qu'est-ce qui fait les Français? C'est la télévision, c'est-à-dire que c'est les Français qui ont été filmés. Mais tous ceux dont parlait Olivier tout à l'heure, qui ne sont pas filmés, qui n'ont même pas l'accès à Internet, alors c'est des non-Français. Oui. Donc moi je pense que la meilleure manière de faire, c'est quand même d'avoir donc des figures, des procédures, on l'a dit tout à l'heure, qui sont des procédures démocratiques que tous respectent. Après, dans le moment qu'on vit, il y a une question qui est posée sur la meilleure manière de représenter un débat et de faire en sorte que ce débat soit fructueux. Parce que si c'est juste un débat où, au fond, ce qui ressortira, ce sont les thématiques de l'extrême droite, le fait de parler exclusivement de la question des migrants d'une façon totalement théorique, abstraite et en plus pleine de haine, je n'adhère pas à ce type de débat. Donc je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, on dispose des espaces corrects. Mais je pense que dans le quinquennat qui vient, imaginez comment on refonde cet espace-temps démocratique. C'est un sujet palpitant auquel j'adorerais être associée. Et à mon avis, il faut associer assez largement les Français. Comment faut-il le faire? Et les vrais Français, enfin, je ne sais pas s'il faut dire les vrais Français, mais en tout cas, pas les Français seulement vus à la télévision. Oui. Hein. Et je trouve que cette question est posée, quelle que soit, au fond, la place qu'on a dans la société. Et qu'on soit en permanence en train de dire il a tel statut, donc il ne peut pas faire ça avec des gens qui ont un statut inférieur, ou ils ont tel statut, tout ça décidé en fonction des sondages. Hein, donc tout ça ne me satisfait pas. J'aime l'idée de retrouver ma liberté de citoyenne et que nous soyons à égalité, quelque part, pour cette refondation d'un espace-temps démocratique. C'est exactement tout ce qu'on ressent dans le livre. J'avais une dernière question pour vous, Olivier. Vous parliez des médias, de la télévision, de la place qu'elle prend. Vous connaissez très très bien le monde de l'image, du monde du cinéma. Et vous faites trop. Oui, mais c'est jamais trop. C'est pour ça qu'on est content avec vous. C'est jamais trop. Moi, il y a des gens bien, voilà. Merci. Comme Risoli, on l'a dit, on peut le dire publiquement. Oui, voilà, je souscris, absolument. Dans ce livre, il y a un très beau moment aussi sur l'analyse que vous faites de l'autorité médiatique. Vous parlez du virage, on avait parlé tout à l'heure du virage 1983, avec un Mitterrand qui copie un peu la façon de faire italienne avec Berlusconi. Je voudrais que vous m'en disiez plus là-dessus, parce que c'est ce qui a créé aujourd'hui cette société de l'opinion, où on a du mal aujourd'hui à pouvoir penser, comme vous le dites, dans un espace démocratique, sans avoir le sentiment de choisir un camp, ou d'être contre quelque chose. Et vous le dites très bien. Voilà. Oui, c'est un spectacle. Mais bon, la critique du spectacle, Jean Baudrillard, elle est faite depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Depuis 68. Mais c'est la question que pose Lucile, c'est-à-dire comment on peut créer à nouveau des espaces de délibération, mais sans non plus inventer des formules invraisemblables. On met des gens autour de la table avec des experts, et on voit très bien que ça se termine mal. Parce que le problème, c'est prenons la Convention climat, que Lucile connaît 100 fois mieux que moi, il fallait le faire. Il ne fallait pas laisser croire à ces gens que c'est eux qui avaient la vérité ensuite de la décision démocratique. Ils rendaient possible des options que n'importe qui avait vu des experts ou était un peu intelligent allaient faire, en fait, qui n'étaient pas inintéressantes. Mais il fallait après penser, justement, les modes d'inscription dans la démocratie de ça. Oui. Alors, on installe les gens dans l'idée
qu'on les écoute pour que ce qu'ils ont dit vont être pris en compte tout de suite. Immédiateté. C'est pour ça que l'immédiateté, c'est pas, pas que Macron. Elle est dans les deux sens. Sûr. Oui, mais après, il y a la mise en scène. Voilà, c'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai regardé l'émission de LCI sur les femmes et tout était organisé pour que les questions des dames soient « Moi, j'ai ce problème, comment allez-vous le résoudre ?» Oui. Alors que ce soit Pécresse ou Macron, appelez-moi demain matin. Bon. Non, en gros, c'est une individualisation. Mais moi, je respecte après des dames dans des situations catastrophiques, des mères solo, comme j'ai entendu. Et voilà, bon, il y a des situations catastrophiques. Mais là aussi, on ne peut pas faire que dans le catastrophisme, qui fait qu'on va moraliser. On va être que d'accord avec ça. On va soutenir. On va se solidariser. Ça ne fait pas une politique. Non, tout à fait. Et là, il y a une mise en scène. Alors, je reviens, ça a été dit on l'a déjà dit, 83, c'est l'impossibilité reconnue par Mitterrand, Delors de la social-démocratie. On se tourne vers quoi? Vers l'Europe. Alors, l'Europe, elle n'est pas que négative. Là, Lucille en a très bien, j'en dis rien de plus, à l'heure de l'Ukraine en plus. Et de l'autre côté, l'opinion, la démocratie d'opinion. Je suis désolé, c'est un tournant historique. Oui. De Gaulle, quelques années avant, lui, enfin, oui, pas si longtemps avant, lui, il tenait les chaînes. Hein. Pas comme Poutine, mais il tenait les chaînes. Oui, parce qu'on parle beaucoup de souci de l'opinion, mais ça s'inscrit ici pour vous. Mais là, parce que comment la société d'opinion peut organiser du débat démocratique Dans ce qu'on a dit, je reprends ce qu'a dit Lucille, comment organiser du débat démocratique à travers la démocratie d'opinion dans les médias la question elle se pose à des gens comme vous, qui sont souvent lucides et responsables quand même, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles, et de l'autre côté, dans la société elle-même. Après, on retrouve des débats sur les territoires qu'on n'a pas du tout abordés, parce que moi, pour connaître bien ces problèmes, j'ai écrit plusieurs livres sur l'urbanisme et l'urbanisation. Faut arrêter aussi qu'une idéologie qui est partagée par tout le monde, par toute la classe politique, il y aurait les méchants métropolitains de Paris et un territoire en voie de décomposition. Bien sûr, vous allez prendre pour n'importe quel endroit quelqu'un dans la mouise, mais la redistribution en France, il faut arrêter aussi, c'est de la meilleure redistribution en Europe. On peut la discuter. Moi, je ne suis pas compétent comme Lucille, mais il faut arrêter. Il faut repartir des défauts de la redistribution actuelle, mais pas de dire qu'il n'y en a pas. C'est complètement faux. Et le discours permanent, on va redistribuer mieux, je suis d'accord, mais il faut arrêter de dire qu'il y a les riches et les pauvres et que rien au milieu. Non. C'est un pays qui redistribue tous les travaux de Davzy sur les territoires et tout. Or, on est installé dans le discours Guilly, qui est à l'origine du durcissement identitaire, sur la fracture. Les méchants de Paris et les autres. Et les méchants de Paris, ils sont avec les migrants. Voilà. Parce que, après, on a toutes les thèses, et Hervé Lebras vient de faire un très bon livre là-dessus, qui montre que plus on est loin des zones où sont les migrants, plus on est anti-migrant. Parce que la peur, bien sûr. Le fantasme, la peur, c'est la question centrale. Il serait peut-être temps qu'on n'en fasse pas un spectacle. Les philosophes, Rousseau ou Hobbes au XVIIIe, ils parlaient de quoi? De la peur. Ils réfléchissaient sur la société. Parce que comment on va faire que les gens aient moins peur? C'est pas le même monde, mais c'est des questions qui demeurent plus que jamais. Nous, on n'a plus de philosophes qui réfléchissent. On n'a plus de philosophes qui réfléchissent. Et ne parlons pas de la science politique, qui sont uniquement des sondages, et la gouvernance. La gouvernance, c'est formidable, c'est comme si on était dans une entreprise. Non, on n'est pas dans une entreprise. Gouverner, c'est machiavélique. On retrouve Macron. Parfait. Super boucle. Génial. Vraiment, merci pour ce livre qui est instructif. Non, vous ne demandez pas de nous le rendre. Non, je le garde. Je le garde. Promis, je le garde. Merci à vous, là, parce que vous êtes... Bon, vous avez beaucoup de choses, là. Il va falloir trier un peu, à mon avis, non? Oh, ça va aller, ça va intéresser absolument nos téléspectateurs. Les conversations, pendant 3000, les conversations franc-tireurs, les conversations franc-tireurs sont faites justement pour converser. Donc, je suis très content d'avoir conversé avec vous. Non, merci. Et à très bientôt. Très sympathique en plus. Super. Merci beaucoup pour un prochain livre. Voilà. Oui. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Lucille. À très vite.